Bonsoir à tous et bienvenue sur le plateau Equinox Soir, votre décryptage quotidien de l'actualité de lundi à vendredi 19h-21h, 18h-20h, en temps universel. En réponse aux hautes instructions du ministre de l'administration territoriale, au gouverneur des régions et répercuté aux préfets et sous-préfets, leur demandant d'effectuer des descentes sur le terrain pour s'assurer de la reprise effective des cours dans les établissements scolaires et demander à tous les acteurs de faire confiance au gouvernement, c'est dans un mutisme total que se sont enfermés les enseignants ce jour. Opération bouche morte, ensemble, dans l'opération Crémorte, comme réponse cinglante à la stratégie de descente et d'intimidation. Une intimidation parmi tant d'autres, surtout quand on sait un autre membre du gouvernement rappelait il y a quelques jours que les enseignants devaient savoir à quoi s'en tenir si jamais le mouvement de revendication devait perdurer. Il n'est plus un secret pour personne que la réponse du gouvernement en fin de semaine dernière aux revendications des enseignants ont produit l'effet contraire. Si dans le secondaire, les enseignants grévistes parlent de réponses insuffisantes à leurs préoccupations, ceux du primaire, plus discrets jusque-là, trouvent en la sortie de leur tutelle un motif de radicalisation de leur mouvement. Depuis plus de 2 décennies, les problèmes des enseignants sont connus. En 2000, le statut particulier de l'enseignant est signé et reste sans décret d'application. Cela fait bientôt 22 ans. Plus près de nous, en 2017, l'entrée en grève du collectif des enseignants indignés attend toujours les suites du comité ad hoc. Depuis toujours, les problèmes des enseignants semblent être ignorés dans les conseils de cabinet, de même que dans les conseils des ministres par les ministres sectoriels. Depuis ce jour, madame, monsieur, on peut lire OTS, je suis Amidou, argent en poche, craie en main. Madame, monsieur, tout à l'heure à 20h, c'est la grande édition d'information présentée par Cédric Noufelet. Je vous retrouve après pour Equinox Soir. Deuxième partie, ce sera le temps du débrief. Revendication des enseignants, l'intimidation pour masquer l'incompétence. Pour en parler, nous avons invité en plateau ce soir Dr Patrick Rifoué. Bonsoir. Bonsoir Serge Alain, bonsoir à mes copanélistes et bonsoir aux nombreux téléspectateurs qui nous écoutent ce soir. Sylvanus Mutaga, you're welcome. Good evening. Good evening, Mr. Serge Alain Otru, and good evening to my co-panelists. Good evening to all the millions of televiewers that are watching this prestigious and pertinent program, Equinox Soir. Good evening to all the teachers who, let me say, are striking for their rights. And good evening to all the ministers that have been mobilizing efforts all this while to see that the answer to the revendications of the teachers. Ok. À côté de vous, Raoul Lemompi, bonsoir. Bonsoir Serge, bonsoir mes copanélistes. Vous allez me permettre de dire bonsoir à un aîné, c'est M. Sow. Il est suivant général hors échelle au lycée bilingue de Nilon-Brazzaville. Oui. Et en même temps, je dis bonsoir. Pourquoi lui particulièrement? Lui particulièrement parce que c'est quelqu'un qui est très ouvert et très raisonné par rapport à toutes les activités que nous menons. C'est quelqu'un qui a une oreille très sensible par rapport à la revendication des droits des enseignants. Je profite aussi pour dire bonsoir à tout le fan club Equinox du côté de Niala. Voilà, merci à vous. Nous prenons pour faire le tour, en attendant Poléum de l'AFP, nous prenons d'abord la direction de Yaoundé où nous attend Charles René Koum. Bonsoir Charles. Bonsoir Serge Alain Retour. Merci une fois de plus de nous avoir conviés à ce débat républicain. Je dis bonsoir à tous les copanélistes, plus précisément à mon frère Simon Rufoué, le docteur Rufoué, c'est comme ça qu'on appelle au village. Voilà, donc je dis bonsoir à tous les téléspectateurs d'Equinox Soir et surtout à tous les instituteurs qui ont voulu exprimer leur ras-le-bol par rapport aux propos de notre tutelle, de notre ministre. Charles Koum, une minute. Oui.
depuis le week-end, depuis cette sortie du gouvernement, hein, on a suivi le porte-parole du gouvernement, il était entouré du ministre, votre tutelle, à savoir M. Tondingwa. Qu'est-ce qui vous a énervé dans la sortie? Qu'est-ce qui a énervé, on va dire, les enseignants du primaire dans la sortie du ministre de l'Éducation de base? Qu'est-ce qui ne vous plaît pas dans sa sortie? Oui, il faut dire de prime abord que, comme je l'ai toujours clamé, c'est nous les instituteurs qui avons lancé la grève. Alors, depuis qu'elle a commencé le 14 février dernier, Monsieur le ministre n'a même pas daigné nous accorder une simple petite séance de dialogue. Et nous avons été très surpris, très courroucés, très indignés de constater que lui, il vit dans une boule de neige, une boule en cristal où il ne voit pas la réalité à l'extérieur. Les instituteurs ont véritablement des problèmes, mais reconnaître déjà que dans le département ministériel dont il a la charge, il n'y a aucun problème, cela nous a tellement courroucés. Et dire également que ces enseignants n'étaient pas en grève, cela nous a tellement courroucés au point où les plus sceptiques, ceux qui étaient un peu plus poltrons au départ, se sont réveillés et ils ont dit voilà pourquoi est-ce que le ministre dit cela, est-ce qu'il n'y a pas véritablement de problèmes chez nous? Est-ce que nos avancements sont payés? Est-ce que les dernières recrues, les IC 1000, IC 3000 et autres, est-ce que leurs matricules et salaires sont payés? Est-ce que les primes de suggestion sont payées? Est-ce que les primes, les allocations familiales sont payées? Et bien d'autres problèmes. Alors, lorsque notre ministre dit clairement qu'il n'y a pas de problème dans son département ministériel, alors ça a tout simplement courroucé tous les instituteurs du Cameroun, si bien qu'ils se sont sentis vexés, ils se sont sentis méprisés et ils ont tenu à accentuer le mouvement ce jour. Parce que les gens croient que le mouvement n'était qu'au secondaire. Non, les instituteurs manifestaient, mais ce n'était pas très, très visible. Alors, les propos du ministre ont accentué l'affaire, ont jeté, comme on pourrait le dire, de l'huile dans le feu et fusent un peu partout des images, des vidéos. Vous voyez les instituteurs s'aligner effectivement, s'afficher effectivement, s'affirmer effectivement, ce qui n'était pas peut-être le cas au départ, tout simplement parce qu'ils ont été bernés par les revendications qui jusqu'à ce jour ne concernent que le MINESEC, ne concernent que les professeurs, parce que les 180 milliards de dettes dues aux enseignants dont on parle ne concernent pas les instituteurs. Les instituteurs ont une dette de plus de 150 milliards selon une source que nous avons eue du Mineduc. Donc, si vous attendez un peu. On est 181 plus 150 milliards, ça fait beaucoup. Vous dites, oui, 331 milliards. Voilà, vous dites que selon une source, vous-même, lorsque vous calculez, ça donne combien? Vous qui êtes concerné, le premier chef. Bien, vous savez que depuis l'arrivée de notre actuel ministre, nous n'avons jamais eu à travailler dans le sens de la recherche des solutions aux problèmes des instituteurs. Nous lui avons adressé 3 demandes d'audience, voilà, qui sont restées lettres mortes à ce jour, si bien que nous ne sommes pas au courant de ce qui se passe comme état financier dans notre propre ministère. Nous, en tant que syndicalistes, il faut le relever très clairement. Donc, le chiffre que je vous donne là, ça vient d'une personne travaillant au niveau de la direction de la solde. C'est une personne de la direction de la solde du ministère de l'Éducation de base qui nous a donné ce chiffre-là. Et la personne nous a dit que ce chiffre-là est bien connu de tous là-bas au niveau du ministère. Donc nous, en tant que syndicalistes, nous n'avons jamais eu une quelconque séance de travail relative à un quelconque état financier des instituteurs au niveau du Mineduc, à cause tout simplement du fait que il n'y a pas de dialogue, il n'y a pas une certaine plateforme de dialogue entre le ministre et ses syndicats des enseignants. D'ailleurs, le SNICOM, qui est le plus grand syndicat de ce ministère, s'est plaint, ainsi que les autres syndicalistes, ils se sont plaints la dernière fois lors de la réunion. Mais nous ne sommes pas là au tribunal pour porter plainte. Alors, merci Charles. Je rappelle que vous êtes le président du SNICOM, syndicat national des instituteurs contractuels et maîtres de parents. Voilà.
Docteur Ifoué, vous avez suivi les maîtres qui se plaignent. Ils pensent que tout ce qui a été fait jusque-là s'adresse seulement au secondaire. Et ce qui provoque leur courroux aujourd'hui, c'est la sortie de leur tutelle qui dit que là-bas, il n'y a pas de problème. Vous comprenez l'état d'esprit, ce qui anime les instituteurs aujourd'hui. On va aussi dire qu'ils ne sont pas républicains, ils se font manipuler, il y a instrumentalisation. Bien, Charles, Serge Alain, Oui. je voudrais dire ceci pour commencer. Les revendications qui sont mises sur la table sont des revendications parfaitement légitimes. Et il me semble que ces revendications ont eu l'assentiment de la grande majorité des Camerounais qui comprenaient que les enseignants, que ce soit ceux du secondaire ou même ceux de l'enseignement de base, réclament simplement le paiement des sommes qui leur sont dues. Donc il y a eu un vaste mouvement de sympathie vis-à-vis de ces personnels-là, qui sont des personnels essentiels dans la vie d'une nation en construction comme la nôtre. Une fois que j'ai dit ça, il faut quand même préciser quelque chose. C'est que les questions liées à l'enrôlement des personnels de l'État dans CJPES, les difficultés liées au paiement des salaires, des rappels de salaire, aux effets financiers des avancements au niveau du MINFI, sont des difficultés qui ne concernent pas que les personnels des ministères chargés des enseignements. Ce sont des problématiques qui concernent la plupart des fonctionnaires. D'ailleurs, de ce point de vue, je voudrais préciser que, par exemple, les personnels du MINESEC commencent à percevoir 2/3 de leur salaire, en principe, 6 mois après être sortis des écoles normales. C'est un privilège qui n'est pas accordé à d'autres personnels. Les médecins, par exemple, quand vous réussissez votre concours d'intégration, vous pouvez mettre 2 ans, 2 ans et demi pour avoir simplement le matricule. Simplement le matricule. Tout ce que vous citez là, c'est normal dans un pays? Mais laissez-moi développer, s'il vous plaît. Je parle de la situation telle qu'elle est. Oui. La question de la normalité ou pas, nous n'y sommes pas encore. Donc, c'est ce qui arrive. Non, mais ce que vous ouvrez là, vous savez, ça se passe, on parle de 2 poids, 2 mesures entre fonctionnaires. Mais pourquoi ce qui est appliqué aux étudiants de l'ENAM, par exemple, ne l'est pas? Pourquoi ce n'est pas élargi? Je vais y arriver, si vous permettez. Oui. Je vais arriver à la situation spécifique d'un certain nombre d'établissements, oui, comme l'ENAM et l'IRIC, par exemple, oui, puisque vous voulez qu'on aborde ça. Donc, nous sommes dans une situation où il y a des retards qui sont souvent des retards conséquents. Vous pouvez entrer dans la fonction publique, vous mettez 2 ans, vous mettez 3 ans, vous mettez 4 ans sans percevoir le moindre salaire. Bon, une fois que... 10 ans. Bon, ce sont des situations, 10 ans, ce sont des situations, disons-le, exceptionnelles. Mais il est courant, nous parlons des situations courantes, c'est-à-dire c'est la moyenne. Il est courant que vous mettiez 2 ans, il est courant que vous mettiez 4 ans sans percevoir le moindre pécule. Ce sont des situations qui sont parfaitement regrettables. Et à partir du moment où, effectivement, les enseignants ont revendiqué la normalisation de leur situation, tout le monde comprend que c'est une revendication qui est légitime. Et tout le monde souhaite que cette revendication trouve une solution. Pas seulement pour les enseignants, mais de manière globale. Vous dites, docteur Ifoué, vous dites que tout le monde comprend, mais d'où vient ce discours où on parle d'instrumentalisation et tout ça, les politiques? Vous-même, vous dites tout le monde comprend. Tout le monde comprend. Pourquoi chez vous, vous faites une fixation? Vous mettez l'opposition, vous-même vous avez fait une sortie où vous dites que les présidents, j'espère que vous allez, c'est vous, hein? Bien sûr. Chers enseignants, le président de la République a répondu à vos attentes. Je vous conseille de reprendre, je crois, la craie, voilà. La voie de la radicalisation qui vous est conseillée par le MRC à coup de fake post est sans issue. Docteur Ifoué, est-ce que c'est le MRC qui demande... Je vais y arriver. Lorsqu'il y a une revendication, et puisque vous me tendez la perche, oui, les revendications des enseignants ont été portées au gouvernement. Oui. Il y a eu un certain nombre d'échanges, et moi j'ai suivi les communiqués qui ont été faits par OTS. Oui. Communiqué du 2 mars, publié par OTS, ce communiqué se trouve sur leur page Facebook. Oui. Dans le communiqué du 2 mars, ils disent quoi? Nous prenons acte
des mesures gouvernementales et nous déplorons deux choses. Nous déplorons l'absence d'un échéancier clair. Oui, justement. Et le fait Ils ont dit qu'ils voulaient que ce soit 3 mois. qu'il y ait un échéancier clair. Deuxième regret, ils disent, malheureusement, dans les échanges, il n'a pas été question du statut particulier. Oui. Communiqué du 6 mars, il réitère ses regrets en disant, nous continuons à prendre acte des mesures gouvernementales. Nous louons d'ailleurs le gouvernement pour les efforts qui sont faits pour essayer de régler notre problème. Mais nous regrettons que l'échéancier de paiement, parce que l'échéancier de paiement qui était proposé commençait en juin. Nous regrettons que cet échéancier ait pour point de départ le mois de juin. Ils en appellent, parce que ce sont eux qui en ont appelé au président de la République, en disant, nous en appelons au président de la République qui est le père de la nation. Bon. Mon prof de lycée en 3e, mon prof d'histoire-géographie en 3e nous disait toujours, quand il entrait en salle, dans cette salle de classe, après Dieu, c'est moi à 7 heures. Au Cameroun, après Dieu, c'est Paul Biya. Si vous en avez appelé à Paul Biya, il n'y a pas de garant au-dessus. Parce que le seul garant au-dessus, c'est Dieu le Père. Donc, à partir du moment où vous en avez appelé à Paul Biya, eh bien, vous devez accepter les propositions qui vous ont été faites. Paul Biya a réagi, c'est-à-dire qu'il a entendu ce que les enseignants ont réclamé. Et il a proposé un certain nombre de mesures qui sont des mesures concrètes, avec un échéancier clair. Et pourquoi nous parlons de manipulation et d'instrumentalisation? Ces mêmes enseignants nous disent aujourd'hui que les mesures gouvernementales se chiffrent à 45 milliards. Ça se trouve dans leur communication. Quand vous faites le décompte, nous sommes à 76 milliards. 76 milliards, oui. Donc, pourquoi est-ce qu'ils communiquent en prétendant que nous sommes à 45 milliards? Première chose. Deuxième chose, les mêmes enseignants qui le 2 et le 6 prenaient acte des mesures, c'est-à-dire acceptaient ces mesures et exigeaient simplement un échéancier, au moment où le président leur propose un échéancier qui est détaillé par le ministre de la Communication, il parle de mesures cosmétiques. On ne salue plus les efforts, on parle désormais de mauvaise foi. Mais qu'est-ce qui peut justifier ce revirement et cette radicalisation? Moi, j'aimerais que quelqu'un m'explique ça. Donc, donc c'est l'opposition. Alors. MRC qui leur demande de parler ça. Je suis au regret de constater que au sein du mouvement qui s'est fractionné, parce qu'il y en a qui ont considéré que les mesures du président de la République sont des mesures de bon sens et qu'il fallait faire un pas, parce qu'un pas Ils ont repris les enseignements. Il fallait faire... il y en a qui ont repris les enseignements et nous sommes là pour demander à ceux qui n'ont pas encore repris les enseignements de le faire. Donc, permettez-moi de chuter. Nous ne comprenons pas qu'à partir du moment où le président a réagi, qu'on éconduise le président. Parce que, chers anciens, si vous éconduisez le président, et j'ai vu, ils ont fait une lettre le 12, qu'ils adressent à la fois au président de la République, au président du Sénat, au président de l'Assemblée nationale, au DGSN, au ministre de la Défense. Mais quand on écrit au président de la République, on écrit à personne d'autre. C'est-à-dire, quand vous écrivez à une autorité supérieure, vous n'écrivez pas en même temps aux autorités inférieures. Moi, ce que je veux dire aux enseignants aujourd'hui, le président de la République a fait un pas. Vous devez lui faire confiance. Il a indiqué qu'à partir du 27, un certain nombre de paiements vont être échus. Merci. Effectivement, ce qu'il a proposé n'est peut-être pas suffisant. Voilà, c'est ce mais saisissez la perche qui vous est tendue. Et pour le reste, notamment pour la question du statut particulier, les discussions doivent continuer dans le cadre d'une commission paritaire. Merci. On n'a toujours pas suivi le rapport avec le MRC dans tout votre développement, docteur Rifoué. Voilà, Maître Lemompi, dites-nous, pourquoi vous trouvez que c'est insuffisant jusqu'ici? Moi, je crois Comme m'a dit le docteur Rifoué, vous avez appelé à, entre guillemets, la sagesse du président, l'arbitrage du président, il a donné quelque chose. Pourquoi ça coince donc toujours? J'aime bien poser cette question. Moi, je crois que vous avez posé une question simple au docteur Rifoué. Et jusqu'à sa chute, je n'ai pas eu de réponse. Moi, je dis quelque chose qui est simple. Il ne faudrait pas qu'on vienne ici, parce que notre rôle ici est d'abord pédagogique. Il ne faudrait pas qu'on vienne ici avec d'autres intentions, comment raconter des choses aux téléspectateurs, des choses qui n'ont véritablement pas de sens. Si moi j'étais pasteur, j'aurais dit que je suis venu ici pour exorciser le docteur Rifoué. Parce que moi j'ai comme l'impression qu'il doit être possédé. C'est un peu ça. On lui demande tranquillement. Et je vais reprendre la question que vous lui avez posée.
Non, est-ce que les éducateurs de la base, vous allez voir le rapport, est-ce que les éducateurs de la base sont manipulés, sont instrumentalisés? Il a tout fait pour nous faire comprendre que 6 mois après la sortie des normaliens, on peut avoir les 2 tiers et que nous sommes les enfants choyés puisque du côté de la santé, cela va jusqu'à 3 ans. Moi, je veux dire quelque chose qui est simple, le docteur Ifoué. Je vais vous dire que la République que nous voulons construire et pour laquelle nous nous battons de tous nos voeux ne trouve plus de place pour les industriels du chaos. Vous ne pouvez pas prendre des mauvais exemples pour vouloir solutionner un problème qui est clair. Les enseignants ont posé un problème clair. Je me serais attendu, par exemple, que vous puissiez dire à notre journaliste, M. Serge Alontou, que voilà les enseignants, l'État a payé entièrement ce que les enseignants ont demandé et ils continuent à revendiquer. Parce que pourquoi on parle de manipulation? Il faudrait que le gouvernement paye aux enseignants leur dû et qu'on voit si la grève va s'arrêter. Moi, je crois qu'il faut poser le problème simplement. Tout ce que vous avez eu à raconter là, on est habitué à cela. Raoul Mopi, d'abord, vous allez continuer sur les 2,7 milliards. Est-ce que ça résout le problème par rapport aux vacations, le problème posé par les enseignants? Les 2,7 milliards résolvent le problème? Il faut qu'on dise à vos téléspectateurs que les 2,7 milliards n'étaient même pas compris dans les 181 milliards. Oui. Parce que les 2,7 milliards, c'est quoi? C'est jalons tout. Quand un enfant veut prendre part aux examens certificatifs, oui, n'est-ce pas? Qu'est-ce qu'il fait? Il paye ses frais de participation, on appelle ça les frais d'examen. Oui. Alors ces frais d'examen sont supposés être mis en musique pour accompagner toutes les activités de certification. D'où vient-il que, et c'est ça toute la question, d'où vient-il que l'État récupère chez les enfants les frais chez les parents, oui, les frais d'examen, oui, faites travailler les enseignants, on surveille, on corrige, on délibère et puis on promulgue les résultats comme si ça ne suffisait pas. L'État prend le fruit du travail des enseignants, c'est-à-dire ces résultats, qui les vend aux sociétés de téléphonie mobile, alors que les acteurs prioritaires fondamentaux n'ont pas encore été payés. Pour que l'enfant ait son résultat, il faut qu'il paye. Hein. Pour que l'enfant ait son résultat, il paye 150 francs par SMS, c'est connu. Mais la question essentielle qu'on doit se demander, c'est mais qu'est-ce qui peut expliquer ce dysfonctionnement? C'est-à-dire, est-ce qu'il faut des hautes instructions pour qu'on remette aux enseignants ce que les enfants ont eu à collecter? Ou bien alors on va nous faire quoi qu'on est dans les républiques bananières? Moi, je dis quelque chose qui est simple, le docteur Ifoué. Nous avons dépassé le stade ou bien la phase où on vient sur le plateau pour faire dans le saupoudrage. Nous avons posé des problèmes qui sont clairs, qui se résument à 2 niveaux. 1, le niveau financier. 2, le niveau administratif, c'est-à-dire la gestion des ressources humaines. Vos amis ont pris le problème financier qui sont allés éclater pour isoler un aspect, pour dire aux gens, voici le problème que nous avons résolu. Je vais vous dire quelque chose que vous croyez. Le problème de correction. Même pas le problème de correction, c'est qu'ils ont dit les compléments des années. Je vais vous dire quelque chose que vous ne connaissez pas. Je vais vous dire quelque chose que vous ne connaissez pas, le docteur Ifoué. Vous êtes tenté de parler aux enseignants. Et il faut bien comprendre. Même la stratégie aujourd'hui doit vous renseigner sur ce que c'est quelque chose qui a été bien pensé. Vous ne pouvez pas considérer les enseignants comme les chiffons et puis vous vous dites que quand vous allez venir, vous allez jeter 2 bonbons au sol, ramasser et rentrer chez vous, les gens vont ramasser, vont rentrer chez eux. Je vous dis que cette époque est terminée, je suis désolé de vous le dire. C'est terminé. Les revendications ont été posées sur la table. Maintenant, on attend la réaction du camp d'en face. Et nous avons dit au départ que nous ne voulons plus faire cette grève pour faire une autre grève dans 10 ans. Parce que ça, c'est d'abord une lutte qui a été inachevée, que nos défenseurs nous ont laissé et que nous ne voulons pas laisser, n'est-ce pas, à nos descendants. C'est une lutte qu'on va terminer. Et quand on va terminer, la société va restituer à l'enseignant ses lettres de noblesse. Nous ne pouvons pas, et je vais chuter par là, nous ne pouvons pas vous donner l'occasion ici, là, de venir, n'est-ce pas, avec les discours qui sont ratatinés, pour donner comme l'impression que tout ce qu'on raconte ici, là, c'est du verbiage. Cette époque est terminée. Sylvanus Moutaga, vous êtes du mouvement pour la Renaissance au Cameroun. Si vous étiez au pouvoir, qu'est-ce qui est prévu sur le projet de société de votre candidat en 2018? Qu'est-ce qui était prévu par rapport au domaine éducatif? Et si vous aviez à faire face à ce genre de situation, quelle solution auriez-vous apporté? Honestly speaking, Mr. Serge Allen-Otto, I once said that if a government can be owing people or even the teacher, then that government is a failing government. It's a failed government. It is already failed. That's because we know that education is the life wire of the society. Without the teachers, I think that the community cannot advance.
So that's why you see that we of the CRM, we think that the very first thing that has to be done, especially with the civil service, not just only the civil service, the Ministry of that's professional employment in this country, because we know that not only teachers alone are suffering, we see other sectors. You know, if they tell you how much or how many people are suffering in this nation, Cameroon, maybe they are being maltreated by their employers. There are thousands of them. The teaching sector is just being at the limelight simply because I think it's the most highly regarded, because without the teachers, there cannot be any meaningful development. So the CRM thought it necessary. If you have to go through the manifesto of the CRM, you find that the CRM had it as a priority that the very first thing to do is the professionalization of education. Because honestly speaking, if education is being professionalized right from the primary sector, primary education, you find that Cameroonians, most of them would not even be diving into the civil service. You see that most of them would be creating jobs which would pushed many Cameroonians out of the teaching corps, because we find today teaching itself is just like the last resort, because Cameroonians have gone through other avenues and it's not working. They want to go into teaching field, because if you look at the number of university leavers today who are unemployed, the only thing they have to do is to pick the chalk, and that's why you see that even at the higher education you find that doctors who are supposed to be the light of the community, most often you see them even scrambling to integrate the civil service because of the lack of professionalization of education. And now coming to the present situation at hand, you find that it is as a result of the fact that there isn't any third censor, first of all, because if you ask the system in place, how many of those teachers gainfully graduate from the teachers training college, I think they will be unable to tell you, because if a government is unable to pay teachers who graduated from an institution and were posted to work in different places, it means that they are not even found in the general statistics of the ministry, because if they found the general statistics of the Ministry of Education, higher education, secondary education, you can find it. I wouldn't think that anybody who is just normal would know that there is somebody that is getting up in the morning, going to work and coming back home for 2-3 years without food money, and then you still keep on letting the person to go to work. It means that their names are found in no archive, and that's it. You find that most of the problems we face, especially the civil service, is because of the fact that they aren't archives. The archives are not existing. The archives are not existing. The documentation is poorly done, and that's the most reason when you go to the ministry, they tell that your file is missing. You have to go and compile the file, bring it there, and other like. It voices down to what? To the act of computerization of the system in place. The system is not computerized. Even if it is computerized, it is inefficient. We ask ourselves whether sometimes those who deliberately don't want to enter the entries of the employees, the teachers who graduate from the teachers training college, do so because they want to be corrupted or not, or whatever it is. Like I told you, when I got Dr. Ifwe spoke a while ago, they say teachers are being manipulated. I just ask myself, are they talking of the teachers being manipulated simply because they want to escape the blames, or they are really very serious with what they are saying? I remember a while ago when there was during the peak of the Anglophone crisis, the CRM and other political parties came up and said, oh, it's high time we leave the bazooka for bazooka. We are talking today, there is a university don, Professor Len Foge, who is a teacher still in the university, because he saw it and said, oh, we cannot be working in other sector, in other parts of the country, whereas the Northwest and Southwest region are not going. We should stop, put an end to that, and it's not going. So like I told you, the CRM holds it strongly that education in accounting must be professionalized, and that the archiving of the entries of the teachers must be well done in order to avoid teachers moving from this and that. And then secondly, the issue of decentralization. Why must teachers live from Kolofata? Must teachers live from Yagua? Must teachers live from, let me say, Bamenda? You want to go to Anyajwa? Or like going to Yaoundé to follow their files? What are the regional delegations of education doing? That everything is centralized in Yaoundé. That's the question. Merci. Voilà. Paul Ayoum, bonsoir, bienvenue. Bonsoir, c'est Jean, merci. Voilà, Paul Ayoum, je l'ai dit dans mon propos introductif,
Depuis plus de 20 ans, les problèmes sont connus. Le statut particulier de l'enseignant a été signé en 2000, mais depuis, les enseignants attendent le décret d'application. Voilà. Est-ce que les problèmes que posent les enseignants sont connus? Si, depuis que cette crise a commencé, est-ce qu'il y a eu un conseil de cabinet? Déjà, il y a un concept en politique qui voudrait qu'on donne ce qu'on n'a pas et qu'on promette ce qu'on ne peut donner. Est-ce qu'à l'instant T, lorsqu'on dit que le président de la République a donné des instructions pour qu'on paye les enseignants, est-ce qu'à l'instant T, le Cameroun a la capacité de décaisser 181 milliards pour payer les enseignants? Soyons honnêtes. Même si c'est par échéance, le Cameroun peut le payer progressivement, mais pas dans les directions courtes, sauf si éventuellement on fait recours à un emprunt. Ma question est celle-ci. Je dis, est-ce que ces problèmes-ci n'émanent pas du fait que le gouvernement ne se réunisse pas au point où des différents ministres, les ministres sectoriels, ne posent pas clairement, n'adressent pas cette question des enseignants à la voie la plus autorisée? Oui, maintenant, pour revenir sur le problème, j'y arrivais. Ce qu'il faut déjà savoir, c'est que le statut de l'enseignant, les conditions de l'enseignant au Cameroun, que ce soit public ou privé, parce qu'on parle dans ce cas beaucoup plus du public, mais ceux du privé même ne sont pas épargnés par les mêmes problèmes qui concernent l'enseignant de manière générale au Cameroun. Ces problèmes sont connus par ceux qui sont les élèves, les enseignants eux-mêmes, même ceux qui sont au sein du gouvernement. Pourquoi? Parce que déjà, vous savez que le gouvernement a créé des écoles normales dans plusieurs régions du Cameroun. Vous avez par exemple l'école normale, vous avez l'INSET par exemple, qui est à Douala, vous avez l'école normale dans d'autres grandes villes du Cameroun, pour pouvoir avoir des enseignants qui vont former les élèves. Vous avez, ça c'est pour ceux du secondaire, vous avez également au niveau de l'éducation de base, qui est plus gérée au niveau des collectivités territoriales décentralisées, c'est-à-dire les mairies. Dès lors que vous entrez à la fonction publique, que vous avez le matricule, et que vous êtes affecté dans un endroit, moi, jusqu'à présent, j'ai du mal à comprendre pourquoi il faut attendre 3 ans pour payer quelqu'un. Or, vous qui entrez dans une entreprise, qu'elle soit publique ou privée, dès le premier mois, vous touchez votre salaire. J'ai suivi Rifo ici, dit même une fois, que lui, quand il était en France, lorsqu'il a commencé le travail, je crois, le 14, le 27, il avait déjà son salaire. Mais aujourd'hui, il veut justifier le fait que les enseignants ne doivent pas se plaindre du fait qu'on peut faire 2 ans, 3 ans, 10 ans sans salaire. Maintenant, même quand il faut toucher cet argent, les gens ont créé les comptoirs. Voilà. Tout le monde le sait que les gens ont créé les comptoirs dans les ministères. Quelqu'un vous demande, est-ce que vous n'avez pas le réseau pour le paiement, etc. Les gens, on les appelle maintenant par les taux 20-30%. On sait tout ce que ça signifie dans les administrations. Donc, du coup, l'enseignant s'est dit donc que même le petit salaire, déjà, il y a eu, il faut le rappeler, en 93, les enseignants, ils ont vu le salaire comme tous les fonctionnaires qui ont été salaire successifs. C'est un record universel qui n'existe nulle part ailleurs, à part le Cameroun qui a connu cette double baisse. Maintenant, donc, l'enseignant, et c'est même les choses qui ont fait en sorte que la corruption a connu une recrudescence au Cameroun. L'enseignant, donc, qui doit être celui-là qui non seulement travaille 8 heures à l'école, qui doit rentrer chez lui, préparer les cours. Il se retrouve dans une situation de précarité où il ne peut plus vivre décemment. Il doit gérer sa femme, ses enfants. Il doit avoir l'esprit libre parce que on lui demande 30% de l'autre côté. Hein. Oui, effectivement. Certains préfèrent ne pas faire laisser tomber, carrément. Ben, si vous laissez tomber, peut-être que vous êtes le fils de je sais pas quoi, le Kadji, que vous avez l'État. Parce que l'enseignant... c'est une façon de parler. C'est pour dire que même si vous êtes le fils du président, même si vous êtes le fils d'un monsieur qui est très riche, c'est votre dû, on vous le doit. Donc, vous ne devez pas laisser, même si vous dites... Il faut que les gens comprennent une chose. Je dis que les gens laissent parce qu'ils ne veulent pas donner 30% qu'on leur exige. Oui, ils peuvent... Non, si vous le faites, vous ne vous rendez pas service à vous-même, même et à la nation, vous ne rendez pas service à la nation. Quand je dis laisser dans le sens, si vous laissez, vous devez les dénoncer. Ne les laissez pas pour aller rester chez vous. Vous devez les dénoncer parce qu'on doit débusquer tous ces gens. Vous savez que même au niveau du ministère des Finances, lorsqu'il y a le fichier sur l'État,
tout le temps, on revient avec les fonctionnaires fictifs. Donc, vous mettez ça toujours dans le même cadre que moi, je travaille, je ne suis pas un fonctionnaire fictif, mais je ne touche pas mon argent parce qu'il y a des gens qui m'exigent un pot de vin. On vous prend, vous êtes jeune, vous avez grandi peut-être à Yaoundé, on vous envoie là où on a envoyé le confrère de Raoul Mopi qui est décédé, loin là-bas. On vous envoie, il n'y a pas centre de santé, rien. Vous n'avez pas d'argent. Vous faites comment pour vivre là-bas? C'est pas possible. Donc, on doit comprendre une chose. On doit non seulement comprendre que l'enseignant, il y a pas seulement, il y a les médecins. Même les médecins du Cameroun ils sont pas bien payés. Parce que si je dis mal, ça peut choquer certains, mais ils sont pas bien payés parce que c'est des métiers où on a besoin d'avoir l'esprit qui est tranquille pour pouvoir faire son travail. Vous ne pouvez pas être enseignant ou médecin. Vous réfléchissez au paiement du loyer, comment vous allez manger. Vous ne devez pas avoir ce genre de problème. Et c'est pourquoi nous, par exemple, à l'AFP, nous proposons que non seulement ceux qui sortent de l'école normale, il y a ceux qui entrent dans le public, il y a aussi ceux qui doivent travailler dans le public, qui doivent tous être issus de l'école normale. Pourquoi? Moi, j'ai la chance de faire le lycée, j'ai la chance aussi de faire le collège. Mais vous vous rendez compte quand même qu'il y a quelque chose qui est important, c'est la pédagogie. C'est ce qu'on enseigne à l'école normale, c'est la pédagogie. Ensuite, maintenant, si c'est que l'État n'a pas les moyens de payer les enseignants immédiatement quand ils entrent, on peut créer, comme il existe par exemple à la CNPS, on crée un fonds, y compris avec les établissements privés, où l'État met de l'argent, et également pour les établissements privés. Je vais vous expliquer pourquoi. On met de l'argent, c'est-à-dire que tel sorte que quand vous sortez de l'école normale, vous êtes affecté. L'État, c'est pas l'État qui vous paye, c'est ce fonds qui vous paye. Le jour où l'État va venir vous payer, lui, il remet l'argent dans ce fonds. Et ce fonds, lui, il a de l'argent en permanence. Les établissements privés, eux, comme ils ont l'habitude, où on se rend compte que les enseignants, parfois, ils ne sont pas payés, ils sont payés 8 mois sur 12, contrairement à ceux du public qui bénéficient au moins des 12 mois. Qu'est-ce qu'on fait? Dans le collège privé, on le verse la pension du collège privé, on verse les pensions dans ce fonds. C'est-à-dire pourquoi? Parce que on calcule les frais, puisque vous avez fait un budget, on sait combien on doit payer aux enseignants par heure. C'est ce fonds qui paye les enseignants et lui, il vous reverse le reste, c'est-à-dire la quote-part qui va à l'établissement. Ceci fait en sorte que non seulement l'enseignant, il ne se retrouve plus dans la précarité, il travaille, il a son argent décemment. L'État, quand lui vient payer, ça va dans ce fonds. Ça permet de faire en sorte que... Restons dans le public qui a posé son problème. Non, je ne refuse pas mettre ça tout dans le public. Voilà. Ça, Raoul Mopi, décrivez-nous un peu votre journée, cette journée d'aujourd'hui. Parce que la note on a vu, vous êtes hyper actifs quand je dis vous, les membres du collectif. Il y a eu beaucoup de vidéos aujourd'hui, des sous-préfets dans les établissements, on en a vu aujourd'hui. Et cette attitude bouche morte. Qu'en est-il de votre établissement, vous? Comment vous êtes comporté là-bas aujourd'hui? Je crois que jusqu'à présent... le lycée... Est-ce que l'autorité a fait une descente chez vous? Je crois que jusqu'à présent, le lycée bilingue de Nilon-Brazzaville n'a pas eu la malchance d'accueillir l'autorité administrative. Je parle bien de malchance, pas de chance. Parce que quand on lit le communiqué du ministre de l'administration territoriale, qui demande, n'est-ce pas, à une bonne brochette d'administrateurs civils d'aller sensibiliser les enseignants, il y a d'abord quelque chose qui transpire là, c'est le mépris. C'est le mépris et l'injure. Je ne sais pas comment le sous-préfet va sensibiliser les enseignants. Un enseignant, mais attends, on oublie d'abord que c'est un enseignant qui est le premier donateur de sens. C'est lui qui a appris au sous-préfet à écrire, à compter, à réfléchir. Il vient le sensibiliser en vertu de quoi? Il va nous faire croire que l'enseignant ne connaît pas lire ce que le ministre a écrit. Non, c'est ça le problème. Le communiqué demande au sous-préfet de sensibiliser les parents d'élèves sur les risques d'instrumentalisation de leurs enfants par les acteurs politiques et de la société civile irresponsable qui cherchent à déstabiliser les institutions républicaines. Pour ce qui est des enseignants, il dit les préfets et les sous-préfets doivent effectuer des descentes sur le terrain pour s'assurer de la reprise effective des cours. Continuons. Des reprises effectives des cours dans les établissements scolaires et demander à tous les acteurs de faire confiance au gouvernement. Voilà. Qu'est-ce que j'ai dit qui est faux? Nous avons lu ensemble ce communiqué. Et je vais vous dire... Le sous-préfet vous demande de faire confiance au gouvernement, aux mesures prises par le gouvernement la semaine dernière. Vous voyez, c'est que il y a une idée forte dominante, n'est-ce pas, au Cameroun,
qu'il y a une tendance qui consiste à infantiliser les intellectuels. Tout à fait. C'est-à-dire qu'on veut nous faire croire qu'on ne connaît pas lire et que pour lire et comprendre, on a besoin d'un administrateur civil. Je vais vous dire, il faut que je dise cela à vos nombreux téléspectateurs. Le préfet de la Bumba Ngoko, dont le chef est Yokadouma, à la suite de monsieur le ministre de l'administration territoriale, a commis sa part de communiqué, n'est-ce pas, dans lequel il instruisait le commandant de compagnie de gendarmerie, le commandant escadron 44, le commissaire spécial, le chef d'antenne opérationnelle, le commissaire de sécurité, le chef de bureau civil, pour toujours aller expliquer, sensibiliser cela aux enseignants. La question est simple. Que font les BI, les commissariats spéciaux, les services de renseignement, l'armée, la police, tout ça? C'est toujours pour aller expliquer ça aux enseignants. Je crois quand même que le passé intellectuel de plusieurs de ces personnes-là ne permet même pas de leur donner la place. Vous assimilez ça à de l'intimidation, Raoul Mopi? Non, moi je crois que c'est vraiment du striptease administratif. Parce que je crois qu'ils ont bien d'autres choses à faire que de venir se pavaner dans les lycées et collèges. Le Cameroun, ces autorités administratives, n'est-ce pas, je crois qu'elles doivent s'affairer justement autre chose que de venir dans les établissements. Ne me dites pas que ces autorités manquent assez de travail, bien elles sont dans l'oisiveté pour venir là, peut-être venir nous monter les machins, les voitures, peigna, comme quelqu'un a dit, à côté de nos motos, de nos chariots au nord. Non, moi je crois que c'est temps est terminé. Je crois que jusqu'à présent, l'autorité administrative ne comprend même pas bien de quoi il est question. Moi je crois que c'est un peu ça. On n'est plus à cette époque-là où on va croire qu'on va intimider les gens, on va manipuler les gens, on va faire ça. L'époque-là est révolue. Les enseignants sont suffisamment lucides et responsables des actes qu'ils posent. Tout à l'heure, vous voyez... Donc vous n'êtes pas instrumentalisé. Je vous ai dit que payer notre argent. Et si on continue à faire grève, vous nous arrêtez. Parce que là, c'est l'instrumentalisation. C'est clair. C'est simple à comprendre. Vous voulez qu'on explique ça aux mamans qui nous comprennent comment. Il faut leur dire à tous les pousseurs là, les bams qui nous écoutent, qu'on ne fait rien de mauvais à vos enfants. On demande à l'État de nous payer, on continue les cours. Quand on ne dit pas qu'on nous instrumentalise, nous ne sommes pas les enfants. Ouais. Au contraire, si on prend la chose au sérieux, Serge, on va se rendre plutôt compte que c'est le camp d'en face qui va instrumentaliser les gens. Vous voyez, le docteur, il faut venir ici avec, n'est-ce pas, toute une panoplie de documents. Des documents qu'il a imprimés, certains c'est les points de vue des gens sur WhatsApp, sur Facebook, pour venir ici expliquer comment les enseignants sont manipulés. Il a été lu depuis les affaires de OTS. Or, le docteur, il faut c'est lui-même qui a OTS de l'administration, c'est-à-dire OTS du gouvernement. OTS du gouvernement? Oui, OTS gouvernemental, il connaît très bien. Je crois qu'aujourd'hui, c'est sur votre... C'est OTS du gouvernement qui a repris le cours. Je vais vous dire ce qui se passe. Je vais vous dire ce qui se passe. C'est Jean-Claude autour. Je crois que c'est ce matin. Oui. Sur votre chaîne radio, Equinox Matin, qu'un leader de OTS a démenti plusieurs choses que le ministre du Travail et de la Sécurité sociale était en train de dire. Si je le reprends littéralement, il disait que ce que le ministre, depuis longtemps, appelle à la table de discussion, ce sont des personnes que le ministre lui-même a choisies et non OTS. Donc moi je crois que cette superposition des OTS là, n'est-ce pas, peut faire le jeu des docteurs Ifoué, mais ne peut pas se passer comme ça devant les enseignants. On va permettre au docteur Ifoué de répondre. Les enseignants ont bien compris le jeu, même si vous mettez la chaîne nationale à contribution, au lieu de perdre tout ce temps-là, fatiguer les gens avec des communiqués que vous fabriquez dans vos officines pour dire que c'est OTS. C'est simple. Payer notre argent dans les salles de classe, non. Est-ce que c'est dur à comprendre? Voilà, le ministre justement du Travail et la Sécurité sociale invite pour demain 15 mars à 10h dans son communiqué, dans son cabinet, les représentants des syndicats des enseignants, les représentants du collectif OTS et ceux des enseignants indignés. Voilà. Docteur Ifoué, le dialogue, il dit que le dialogue doit se poursuivre dans le cadre du dialogue social. Voilà. C'est ce que dit le communiqué du ministre du Travail et de la Sécurité sociale. Je note premièrement que Raoul Lemopi considère que les mesures présidentielles sont des bonbons que le président aurait jetés aux enseignants. Je demande aux Camerounais d'en prendre acte. Ce sont ces mots. Ça fait quoi? Ça ne fait rien. Je note simplement que les enseignants considèrent que le président leur a jeté des bonbons. Donc, c'est normal qu'ils soient éconduits. La deuxième chose que je note, c'est qu'il a prétendu que les enseignants auraient la compréhension infuse. Sauf que quand vous lisez le
fameux communiqué du ministre Oui, qu'il voulait nous expliquer, vous vous rendez bien compte que sa compréhension est une compréhension qui n'a rien à voir avec l'esprit du communiqué du ministre. Il parle d'approche outrancière. Mais où est l'outrance lorsqu'on demande à des autorités administratives d'aller demander aux enseignants de faire confiance au président de la République? C'est ça l'outrance? Mais si c'est ça l'outrance, il faut que les sous-préfets et les préfets continuent dans l'outrance jusqu'à vendredi. Moi, je les encourage à aller dans les établissements et à rencontrer les enseignants qui sont encore en grève. Il y en a qui ont repris les cours aujourd'hui, mais il y en a qui sont en grève. Donc, il faut faire de la pédagogie, il faut discuter avec eux, il faut leur dire, vous en avez appelé au chef de l'État, le chef de l'État vous a compris. Il vous a tendu une main, ce n'est peut-être pas insuffisant, mais saisissez la main tendue. Ce n'est peut-être pas suffisant. Oui, ce n'est peut-être pas suffisant, mais saisissez la main tendue. Monsieur Mopi se considère comme si nous sommes encore à l'orée de cette grève. Non, nous sommes à la 4e semaine aujourd'hui. Les problématiques, on les connaît. Les goulots d'étranglement sont parfaitement connus. Le sujet aujourd'hui, c'est comment on sort de là. Voilà. Donc, soit dans la position radicale qui est la sienne, on dit, on va attendre fin 2023 quand les 76 milliards qui ont été promis par le président de la République seront payés. Et à ce moment-là, on rentre en salle. Soit on considère que nous avons une année à terminer, nous avons des obligations auxquelles on doit faire face, nous avons un esprit de responsabilité qui nous assigne un certain nombre de tâches, et relativement à cet esprit de responsabilité-là, nous devons accepter de faire le compromis. Ça ne peut pas être tout ou rien, parce que lorsque vous écoutez M. Lomopi ou les membres du collectif, vous avez l'impression qu'ils sont dans la logique du tout ou rien. Soit le gouvernement donne tout ce qu'ils ont demandé, on va continuer après soit alors... Une pause de pub, on revient après le journal.